Il y a très longtemps, bien avant que le nom de Venom ne devienne célèbre, un enfant est né dans une tribu guerrière du Japon féodal. Mais cet enfant n'était pas comme les autres. Il portait en lui un pouvoir venu de l'espace, le symbiote. Pour certains, c'était une malédiction. Pour d'autres, un espoir. Car Kintaro n'était pas seulement un garçon. Il était le lien fragile entre les humains et une force aussi capable de sauver le monde que de le détruire. Son épopée commence bien avant nos héros d'aujourd'hui, dans un temps où chaque décision pouvait changer l'avenir de la Terre. Voici l'histoire de Kintaro, alias Kid Venom. Mais juste avant, n'oubliez pas de liker, de partager et aussi de booster, car cela m'aide énormément pour le référencement et me donne de la force. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, c'est parti. Chapitre 1. Le commencement. En l'an 977, dans un village agricole du Japon de l'époque Heian, un terrible Oni surgit. Un ours monstrueux, animé par un symbiote aux teintes rouges et noires. Dans la panique, un villageois intime à sa fille Kaya de rassembler les enfants et de fuir vers la capitale afin d'y chercher l'aide des samouraïs. Mais malgré les mots rassurants de son père, Kaya comprend au fond d'elle-même que les adultes restés sur place sont condamnés. Lorsque l'Oni fracasse la porte du village et pousse un rugissement effroyable avant de se jeter sur la foule, un jeune garçon, à peine plus âgé que Kaya, surgit et frappe la créature d'un coup de pied en plein visage, la repoussant un instant. Essoufflé, il s'excuse de son retard avant de se présenter. Il est Kintaro, celui qui deviendra un jour un samouraï légendaire de la capitale. Mais la bête se régénère déjà. D'une voix ferme, Kintaro ordonne aux villageois de rester en arrière. Il révèle alors son propre secret, lui aussi portant lui un Oni, qu'il nomme Clinter. Enjoignant son symbiote à s'éveiller, le jeune garçon commence à se métamorphoser, un sourire aux lèvres, puis d'un ton qui glace l'assemblée, il annonce « L'heure du festin est arrivée ». Un combat intense s'ensuit, et celui qu'on connaîtra par la suite comme Kid Venom avale tout entier le symbiote, libérant l'ours de ce fardeau. Une fois l'animal libre, un garçon mystérieux s'approcha de lui et parla avec l'ours en lui disant qu'il était une bête courageuse, puissante, sûrement la plus puissante qu'il n'ait jamais vue. Des fragments de l'Oni rouge restant, il dit à l'ours de lui donner ce pouvoir pour le libérer de son fardeau. Et il absorba les quelques points de Oni restés sur l'animal en convalescence. Pendant ce temps, Kintaro ayant absorbé le symbiote, aperçut les souvenirs de l'ours dus à cette absorption et vit un bébé ourson seul dans sa tanière. Il transporta jusqu'à cet endroit l'ours mâle, puis s'excusa d'avoir lu dans ses souvenirs sans lui demander la permission. L'ours remercia Kintaro, puis ensuite ce dernier demanda à Tensuke, son oiseau, de faire parvenir une lettre à Reiko-san au plus vite. Tensuke lui répondit « bien reçu », puis lui demanda ensuite « que fais-tu après ça ?» Kintaro répondit « je dois retourner au village, je veux les aider à réparer les dégâts, après je rentrerai ». Puis Kintaro s'adressa à Clinter « tu es réveillé? Tu vas m'aider? Allez !» Et cette fameuse lettre arriva à Shutendoji. En lisant cette lettre, il s'exprima et dit « prépare-toi immédiatement ». Quelque temps plus tard, Itsu Sadamitsu, un élève samouraï et ami de Kintaro, furieux, bondissait de branche en branche dans la forêt à la recherche de Kintaro. Il pestait contre le garçon qui avait promis de revenir à l'aube et il s'irritait de voir leur maître dérangé par un tel retard. Non loin de là, au pied d'un arbre, Kintaro gisait, hébété, entrelacé dans les racines. L'esprit embrumé, il demanda à son symbiote Clinter pourquoi l'Oni qu'il affrontait refusait de mourir, peu importe combien il en consommait. Il constata alors que sa mémoire était étrangement vide. En se redressant, Kintaro entendit Clinter protester qu'il ne pouvait plus avaler la moindre bouchée. Le garçon répliqua sèchement qu'il continuerait à se battre jusqu'à ce que son appétit revienne. À cet instant, un Tsushigumo symbiote surgit avec un rugissement, prêt à l'attaquer. Mais sa tête fut tranchée net par la faute d'énergie magique de Sadamitsu. À l'atterrissage, ce dernier réprimanda Kintaro pour avoir gaspillé son temps contre un petit poisson. Mais son assurance s'atteignit lorsque Kintaro lui montra que le monstre n'était pas mort. Sous leurs yeux, la créature décapitée se mit à développer d'étranges ramifications humanoïdes. Kintaro expliqua qu'il avait eu tant de mal à le vaincre parce qu'il n'avait trouvé aucun souvenir à exploiter en lui et en a conclu qu'il ne devait pas avoir d'hôte. Sadamitsu éclata de rire. « Sans hôte, aucune raison de se retenir !» Il ordonna alors à Kintaro de rester en retrait avec un ton railleur.
Plus tard, éreinté et couvert de blessures, Sadamitsu et Kintaro atteignirent enfin le manoir de Nimamoto no Yoromitsu à Kyoto. Yoromitsu, assis en compagnie de ses fidèles Watabe no Tsuna et Arabe no Tsutake, les accueillit en demandant la raison de leur retard. Après avoir écouté leurs explications, il examina avec ses serviteurs un étrange objet que Kintaro avait rapporté. Un petit sac de tissu rouge orné d'un motif de toile d'araignée noire et de larges lentilles blanches. Tous s'interrogèrent sur sa nature. Convaincu que cet artefact avait un lien avec la capacité de Tsushigumo à survivre sans hôte, Yorimitsu ordonna à Kintaro de le porter à Abe no Semei pour analyse, mais seulement après sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Après un bain bien mérité, Yorimitsu l'aida à se revêtir de son kimono cérémonial, tandis que Sadamitsu se chamaillait gentiment avec Kintaro et Suetake. Le maître souhaita alors un joyeux 14e anniversaire au garçon en affirmant que ses parents seraient fiers de lui. Pendant ce temps, dans les profondeurs des bois, Shutendoji, source du fléau Oni, souriait. Il annonça avoir enfin retrouvé Clinter. Se tournant vers son fils Ibara, il lui recommanda de prendre soin de ses filles, une horde de Tsushigumo encore mal adaptée au monde des mortels. Au manoir, Yorimitsu donna à Kintaro le nom de Sakata et le prénom de Kintoki. Mais au moment où il s'apprêtait à lui révéler quelque chose au sujet de son père, Tsutaki se jeta soudain sur Sadamitsu, le plaqua au sol et tira une flèche enflammée qui vint lui brûler la joue. Alors que Sadamitsu, abasourdi, exigeait des explications, Tsutake montra le morceau vivant encore de Tsushigimo qu'il venait de transpercer. Il le réprimanda sévèrement pour ne pas avoir réduit l'Oni en cendres comme il le devait. Le sol se mit alors à trembler. Yorimitsu songea d'abord à un séisme, mais Kintoki, plus lucide, pressentit un danger et lui cria de fuir. Une horde massive de Tsushigumo envahit les lieux. Ibara juché sur l'un d'eux. D'un geste impérieux, il ordonna à ses créatures d'attaquer. Yorimitsu réagit immédiatement. Il appela Tsuna, qui invoqua une gigantesque vague de flammes grâce à l'Onmyodo, repoussant l'assaut. Puis il donna l'ordre à Suetake d'enflammer 3 flèches et de viser les yeux des 3 monstres. Les projectiles trouvèrent leur cible. Sans perdre un instant, Yorimitsu commanda à Kintoki de remettre la mystérieuse bourse de Semei et de découvrir comment la barrière de Kyoto avait pu être brisée. Il tira Sadamitsu de sa torpeur et lui ordonna de protéger Kintoki à tout prix. Rassemblant alors le corps des samouraïs de Minamoto, Yorimitsu lança son cri de guerre. Il fallait tenir la ligne et défendre Kyoto contre l'assaut des Oni. Chapitre 2. L'assaut des Tsushigumo et le sacrifice de Kintoki. Sur le mont Oe, Shutendoji torture Ashiya Doman afin de s'assurer que l'Oni renégat, connu sous le nom de Clinter, est toujours en vie. Rassuré, il se réjouit que leur objectif se rapproche, réaliser le rêve de l'Oni vacant. Devant lui, Ibara et 4 silhouettes masquées s'agenouillent, stupéfaites d'apprendre que Clinter a survécu à l'immolation de son hôte 14 ans plus tôt. Shuten avoue cependant ignorer où Clinter se trouve à cet instant précis, mais affirme avec assurance que le lendemain il sera à Kyoto. Le jour suivant, Ibara mène une horde de Tsushigumo à l'assaut du manoir de Minamoto no Yorimitsu, quartier général du corps des samouraïs de Minamoto. Sakata Kintoki, hôte de Clinter, combat aux côtés de Usei Sadamitsu contre les rejetons Oni. Ce dernier ne cesse de se plaindre, il doit toujours sauver Kintoki de ses ennuis. Armé de sa faux enflammée, Sadamitsu fauche un groupe d'ennemis, mais soudain, Kintoki est transpercé en plein cœur par un pic rouge et noir. Dans un rictus dément, Ibara, arborant 4 pattes d'araignée faites de biomasse symbiotique, traite Clinter de traite à sa patrie. Par la bouche de Kintoki, Clinter éclate de rire et rétorque qu'Ibara est né sur Terre. Fou de rage, Ibara se transforme, des crocs et une biomasse écarlate envahissent son visage. Il jure de tuer Clinter au nom de l'Oni vacant et lance une pluie de projectiles symbiotiques. Sadamitsu réagit immédiatement. Il entoure Kintoki d'une sphère de flamme grâce à sa faux et lance un défi à Ibara. L'Oni princier ricane de mépris. Sadamitsu demanda alors à Kintoki s'il peut voler. Celui-ci répond qu'il doit d'abord guérir et pour guérir, il doit se nourrir. Il supplie Sadamitsu de le projeter dans la gueule d'un Tsushigimo. Ibara, furieux, leur barre le chemin en faisant jaillir des nouvelles pattes d'araignée, mais sa tête est transpercée par une flèche d'Urabe no Tsutake, aussitôt embrasée. Yorimitsu, inquiet, demande si Kintoki et Sadamitsu ont pu s'en sortir, mais apprend avec désarroi que Kintoki est grièvement blessé.
Su, attaqué, abasourdi, voit alors Sadamitsu projeter Kintoki droit dans la gueule béante du Tsushigimo. Dans son esprit, lui revient le souvenir de Kintoki, lui confiant le mystérieux masque pour le mettre en sûreté, en lui demandant de détourner l'intention des créatures. Sadamitsu hurle qu'il exige le respect de Kintoki après un tel acte, puis le Tsushigimo s'effondre, implosant de l'intérieur. Au milieu des débris, Kintoki gît inconscient, serrant dans ses bras un nourrisson. Fuyant à travers la forêt avec Sataka Kintoki grièvement blessé, sur son dos, Utsui Sadamitsu finit par s'effondrer, épuisé, alors que les Tsushigimo symbiotes se rapprochent. Sur le point de perdre connaissance, il entend soudain une voix résonner dans son esprit. Devant lui, un portail d'étincelles orangées s'ouvre dans l'air, créé par un Umyoji. Sadamitsu s'écroule et un souvenir l'envahit. Sa première rencontre avec Mimamoto no Ryomitsu et Urabe no Sutake. Couvert de sang et tenant dans les bras le corps d'une jeune femme, il pleurait lorsque Yorumitsu l'invita à rejoindre le corps des samouraïs Mimamoto, promettant qu'ensemble, ils deviendraient plus forts. Quand il reprit conscience, Sadamitsu est bouleversé. Il se retrouva face à lui-même. Il constate rapidement que son corps est translucide et croit un instant être mort avant qu'une voix ne l'interrompe pour lui expliquer que sa conscience a simplement été séparée de son corps. En se tournant, il aperçoit Kintoki et l'étrange nourrisson dans le même état. Tous trois se trouvent dans une vaste caverne aux parois tapissées d'étagères chargées de rouleaux, tandis qu'un pentagramme orangé luit au sol. L'Omnyoji du portail se présente alors, Abe no Semei. Surpris, Sadamitsu s'écrie qu'il le croyait mort, sa demeure ayant brûlé. Semei répond qu'il a de nombreux foyers et révèle avoir séparé Clinter de Kintoki par précaution. Quand Sadamitsu explique que Yorumitsu l'avait envoyé à sa recherche, Semei l'interrompt. Il sait déjà tout, ayant sondé ses pensées durant son évanouissement. L'Omnyoji révèle que le nourrisson et le masque mystérieux proviennent d'une autre dimension. Kintoki reprend ses esprits et tente d'éclairer Sadamitsu, encore perdu. Il le remercie de l'avoir sauvé, mais Sadamitsu ricane en prétendant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de Yorumitsu, tout en esquissant un sourire discret qui trahit ses véritables sentiments. Soudain, une fissure béante apparaît au plafond de la caverne. Semei annonce que le temps presse, mais affirme avoir trouvé un moyen d'éliminer d'un coup les Oni qui assaillent Kyoto. Il explique que 5 sanctuaires formaient autrefois une barrière protectrice autour de la ville, mais que l'un d'eux a été détruit. Pour compenser, les Yomoji du département d'Onryo ont enfermé les Tsushigumo dans une dimension parallèle. Toutefois, les Oni restés à l'extérieur continuent de ravager Kyoto. Semei ordonne à Kintoki et Sadamitsu d'ériger un nouveau sanctuaire pour restaurer la barrière, et ce dans les 3 heures, faute de quoi, le sort piégeant les Tsushigumo s'effondrera. Mais il rajoute froidement qu'il suffirait de tuer le mystérieux nourrisson pour résoudre le problème. Il théorise que le nombre d'Oni était resté faible depuis la Ayaki Yagyo d'il y a 14 ans jusqu'à la veille au soir. Selon lui, l'enfant est responsable. Semei précise que la forme des Oni dépend de leur hôte, mais que leurs Tsushigumo qui envahissent Kyoto se ressemblent tous et n'ont aucun hôte. Il suppose qu'ils ont réussi à développer la capacité de coexister avec le nourrisson, même séparé de lui, un lien qui serait brisé si l'enfant mourait. Sadamitsu, le regard sombre, s'apprête à tuer le bébé, mais Kintoki s'interpose et propose une autre solution, renvoyer l'enfant dans sa dimension d'origine. Sadamitsu explose, arguant qu'ils n'ont pas le temps pour des élans de compassion. Semei, quant à lui, déplore son impuissance. Il n'a pas la force d'ouvrir un portail interdimensionnel. Kintoki l'interrompt, il en a le pouvoir. Il révèle avoir vu les premiers souvenirs du nourrisson à son arrivée dans leur monde. Il était bercé par Ashiadoman, tandis que Shuntendoji se tenait à ses côtés. Semei, choqué, comprend que son ancien rival est impliqué. Il déduit que l'enfant a été invoqué dans cet univers. Kintoki insiste, Semei devrait être capable d'inverser le sort et propose de partager ses souvenirs pour l'aider. Alors que les Tsushigumo commencent à percer le plafond de la caverne, Semei renvoie Kintoki et Sadamitsu dans leur corps. Avant que tout ne s'effondre, il annonce qu'il voyagerait désormais avec eux sous la forme d'un Hitogata. Chapitre 3. Le portail du destin et la toile de l'inconnu. Le plafond du laboratoire souterrain d'Abe no Semei, sous Kyoto, s'effondra lorsqu'un être humanoïde aux cheveux blancs, masqué d'un Oni rouge, s'écrasa à travers la roche. Constatant que tous ses ennemis étaient réunis en un même lieu, la créature fit face à Semei et se présenta. Gedomaru, qu'il proclama être le plus grand, avant de se recouvrir d'un symbiote rouge et de passer à l'attaque. Sakata Kintoki, que je reprécise est Kid Venom et donc qui est aussi Kintaro, supplia son symbiote Clinter de se réveiller,
tandis qu'Issyu Sadamitsu, encore étourdi, brandissait sa faux magique. Bloquant l'assaut de Gedamaru grâce à l'Onimodo, Seimei cria aux deux garçons de fuir pendant qu'ils contenaient l'ennemi. Il ouvrit un portail menant à la forêt, leur ordonnant de partir vers le nord, jusqu'au portail dimensionnel, et d'y ramener l'enfant dans son univers d'origine. Prenant le nourrisson dans ses bras, Kintoki se transforma en Kid Venom et bondit à travers le portail, suivi de Sadamitsu, qu'il râlait qu'il ne montrait toujours pas le respect dû à ses aînés. Tandis que le passage se refermait, Gedomaru hurla à Ashia Domain de les arrêter avant leur fuite. De l'autre côté, Kid Venom et Sadamitsu furent aussitôt confrontés à Shutendoji et à deux autres Oni masqués sortis d'un portail ouvert par Doman. S'adressant à Clinter, Shutendoji ricana. Il se doutait de sa survie et se moqua du nouvel hôte qui s'était trouvé mignon à ses yeux. Il attaqua sans prévenir, projetant une pluie de pointes biomasse rouge, bloquée de justesse par le Hitogata de Seimei qui dressa un bouclier magique. Shutendoji affirma sentir quelque chose d'unique en Kintoki, alias Kintaro. Par la bouche de son double spirituel, Seimei ordonna de s'éloigner de Gedamaru, désormais révélé comme étant le vrai nom du symbiote rouge. Kid Venom, saisissant un Sadamitsu hébété, prit la forme d'un lapin pour accélérer leur fuite, puis d'un faucon afin de s'élancer dans les airs. Un portail s'ouvrit soudain devant eux, un piège de Doman. Trop tard pour l'éviter. Kid Venom fut aspiré et s'écrasa au pied de Shutendoji. Ce dernier lui écrasa la tête d'un pied, se moquant de Clinter. Croyait-il vraiment pouvoir leur échapper? Et se souvenait-il pourquoi l'Onivacan les avait envoyés sur Terre? Clinter parlait de la bouche de Kintoki, répliqua avec ironie. Gedomaru vénérait-il encore Knull? Immobilisant les Onus et recouvrant le sol de symbiote, Clinter ricana. Le roi en noir était emprisonné au cœur de Clintar, et rien de ce que ferait Gedamaru ne le libérerait. Furieux, Shutendoji tua ses deux acolytes et absorba leur symbiote, se transformant en un gigantesque monstre cramoisi. Il hurla à Clinter de se taire et de mourir. Clinter avoua à Kintoki qu'il arrivait à sa limite. Le garçon répondit qu'il n'avait d'autre choix que de se battre jusqu'au bout. L'avancée de Shutendoji fut stoppée par une barrière. Kid Venom comprit que c'était l'œuvre de Seimei qui gagnait du temps. Mais Shutendoji gronda. L'Onimoji ne pourra pas le retenir éternellement. Seimei lança alors un puissant sort de flamme, réduisant en cendres la horde de Tsushigumo. Kid Venom servait en réalité de diversion. Sadamitsu profitait de l'occasion pour emmener l'enfant jusqu'au portail interdimensionnel. S'adressant à Gedomaru par son véritable nom, Crimson, Clinter déclara qu'ils devaient brûler ensemble afin d'épargner à la Terre les ravages de leur espèce. Crimson rugit et leva son bras pour écraser Kid Venom qui ferma les yeux, acceptant la mort. Mais Sadamitsu surgit à temps et trancha les deux bras de Crimson avec sa faux. Il gronda Kid Venom. Il n'avait pas le droit de mourir alors que sa mission était de protéger Kintoki à tout prix. Il lui ordonna de se relever et de fuir. Ignorant ses protestations, il pressa Seimei d'ouvrir un portail. Crimson, d'un tentacule en forme de lame, transperça Sadamitsu et brisa sa faux. Dans un dernier effort, celui-ci repoussa Kid Venom vers le portail de Seimei. Mais soudain, un portail octagonal surgit entre eux, projetant une ligne de toile qui s'accrocha à Kid Venom et l'attira à travers. Il reprit conscience dans une ville inconnue, suspendu la tête en bas, prisonnier d'un cocon de toile. En levant les yeux, il vit une jeune femme vêtue d'un costume rouge et noir à motif d'araignée, tenant le fil qui le retenait. D'un ton dur, elle lui demanda qui il était et pourquoi il avait enlevé son petit frère. Bon les amis, nous arrivons à la fin des chapitres de l'histoire de Kid Venom. Il réapparaîtra ensuite dans le Venomverse et je ferai bien sûr une vidéo sur son histoire dans ce comics. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un kiff de mélanger l'univers des symbiotes de Venom avec celui du Japon des samouraïs dans un univers féodal? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et bien sûr, pour me donner de la force, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster car cela m'aide énormément pour le référencement. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.